ophtalmologue et président de la SFEIO, la Société française d'échographie et d'imagerie oculaire. Je reçois aujourd'hui le docteur Mathé Stréau. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vision d'Expert. Je suis Sébastien, l'hôte de ce podcast, dont l'objectif est d'apprendre et de progresser au contact de ceux qui font l'ophtalmologie d'aujourd'hui et de demain. Ancien responsable de centre ophtalmologique dans le sud de la France, je suis désormais consultant. J'aide les ophtalmologues à s'installer, je réalise des audits avec préconisation, je recrute et je forme des responsables de centre, et je forme les médecins et leurs managers sur de nombreuses thématiques, comme l'optimisation de la cotation ou le développement de leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, le Dr Stréau nous fait part de la naissance d'une nouvelle société savante et nous donne son point de vue sur l'évolution de l'ophtalmologie. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'interview tournée il y a quelques jours et je vous retrouve juste après pour la conclusion. L'enregistrement est lancé. Notre invité aujourd'hui, le Dr Mathé Stréau. Je suis ravi de te recevoir parce que eh bien, tu es ophtalmologue, hein, comme beaucoup de mes invités, mais tu as une petite particularité, c'est que tu fais beaucoup d'exploration et c'est ce qu'on va regarder un peu, hein, le modèle particulier d'Explore Vision à Paris. On parlera également de la SFEIO, hein, donc du coup la société d'échographie et puis de plein d'autres petits sujets annexes. Mais d'abord, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît, Mathé. Bonjour Sébastien et un grand merci de ton invitation. Je suis vraiment ravi d'être avec toi aujourd'hui et puis donc d'échanger sur l'ophtalmologie, sur cette filière que tu connais bien, sur l'imagerie et sur cette nouvelle société savante. Alors oui, tout d'abord pour me présenter, donc nous Sébastien on se connaît, on s'est vu au cabinet, mais donc moi personnellement je suis ophtalmologue et donc j'ai suivi la filière classique. Donc j'étais externe, interne des hôpitaux de Paris. Donc je suis un pur produit Paris 5. Hein, donc j'étais à Cochin, dans le service du professeur Brézin. Et puis après, j'ai fait mon clinica. Donc j'étais chef de clinique à Cochin. Et en fait, contrairement à ce qui était prévu dans les papiers, c'est que je n'ai pas choisi une carrière d'ophtalmo qui opère la cataracte, qui fait des lunettes et comme tous mes copains de promo. Mais j'ai eu la chance de rencontrer mon mentor, Michel Puech, le docteur Michel Puech, qui m'a dit, écoute, viens faire un petit bout de chemin avec moi et tu verras. Donc j'ai décidé, aux sorties du clinica, d'arrêter d'opérer la cataracte, après avoir fait un clinica hautement chirurgical. Et donc, en fait, j'ai arrêté du jour au lendemain. Et ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, les copains me disaient, mais t'es sûr, t'es en train de faire une grosse bêtise. Et donc, les mêmes copains, 10 ans après, me disent, mais c'est la meilleure chose que tu aies faite. Et d'ailleurs, nous, on se pose la question aussi peut-être d'arrêter d'opérer la cataracte. Donc, parenthèse mis à part, j'ai profité en fait de la formation de Michel Puech, que j'ai rejoint d'abord comme remplaçant, ensuite comme associé. Et donc, aujourd'hui, je suis co-gérant avec lui des centres Export Vision Paris et Rueil-Malmaison. Et donc, je travaille avec lui sur l'imagerie. Et donc, je fais de l'imagerie du lundi au vendredi soir. C'est passionnant. Voilà. D'accord, parfait. Si on revient au tout début, la genèse, pourquoi l'ophtalmologie? Alors l'ophtalmologie, c'est parce que toute ma carrière a été faite de rencontres. Et donc, c'est quand je rencontre quelqu'un que je respecte, je me dis, tiens, je veux être comme lui plus tard, quand je serai grand. Et donc, j'ai rencontré le professeur Brézin à l'hôpital Cochin quand j'étais externe. Et donc, durant ce stage d'externat, je me suis dit, voilà, c'est ça que je voulais faire. Et en échangeant avec lui, il m'a dit, bah, écoute, tu suivras mes conseils. Et donc, j'ai bénéficié en fait de tous ces conseils et je l'ai suivi jusqu'au clinica de Cochin. D'accord. Et donc, du coup, bah, tu fais cette démarche courageuse, ce choix courageux de dire, OK, je ne vais pas faire cataracte parce que bah, pourtant, cataractologue, c'est quand même quelque chose, la poule aux œufs d'or, je dirais, c'est quelque chose qui rapporte énormément financièrement. Qu'est-ce qui fait que tu fais ce choix-là à ce moment-là? Alors oui, et surtout que c'était un clinica hautement chirurgical. J'avais opéré 500 cataractes par an pendant mes clinicas et j'adorais ça. En fait, c'est plus une deuxième rencontre. En tant que remplaçant, j'ai la chance de rencontrer Michel Puech qui me dit, bah, écoute, si tu veux, moi, je peux te former à l'imagerie. Et donc, de fil en aiguille, je le suis, il me forme et il me dit, écoute, là, tu as un choix, tu es devant un mur, c'est si tu veux faire un peu tout, tu peux continuer comme ça, mais si tu veux vraiment être référent et avoir une notoriété nationale, il faut se spécialiser. Et je pense que c'est le meilleur conseil qui m'est donné. Et donc ce choix-là, je l'ai pris en se disant, si je veux faire quelque chose de bien,
eh bien, il faut s'y consacrer à 100%. Et donc, oui, c'était courageux à l'époque, mais je le regrette pas une seule seconde. C'était de se dire, des cataractologues, il y en a beaucoup, mais des gens qui font de l'imagerie, qui connaissent là-dedans, bah, il y en a pas beaucoup. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote sympa à ce propos, c'est que bah, je quitte mon clinica, je m'installe donc au centre Export Vision, et quelques mois après, je me retrouve à un symposium à Bordeaux, où Michel ne pouvait pas aller, donc je l'ai remplacé au pied levé. Et donc, je présentais sur la biométrie avec feu le professeur Collin, qui est un ancien grand patron de Bordeaux. Et donc, on discute et je lui dis, voilà, j'ai arrêté d'opérer la cataracte. Et il me regarde, il me dit, mais Mathé, si tu avais continué la cataracte, tu ne serais pas là à discuter avec nous à ce symposium. Et donc, c'était la preuve par A plus B que quand on se spécialise dans quelque chose, eh bien, on gagne plus en notoriété. Alors, on perd peut-être en chiffre d'affaires, on perd peut-être en stratégie, mais on gagne sur une notoriété. Et aujourd'hui, je ne regrette pas une seule seconde. D'accord, très clair. Si on revient donc sur ce modèle, Explore Vision, créé, je crois, par Michel Puech, mais tu vas nous l'expliquer. Pour moi, c'était un modèle qui permettait aux ophtalmologues, principalement parisiens, d'envoyer, je dirais, tout ce qui va être exploration et imagerie à des spécialistes qui vont voir, du coup, leurs patients et qui leur seront rendus par la suite avec un diagnostic, et les images, nécessaires. Ça permettait aux ophtalmologues de ne pas investir énormément dans toutes les machines les plus techniques, souvent, dont ils ont assez peu besoin. Et donc, du coup, c'était assez complémentaire. En plus, pour les Parisiens où le mètre carré est cher, ça leur permettait de limiter un peu la taille de leur cabinet. Et j'imagine que c'est une version très, très light. Est-ce que tu peux nous expliquer la version longue? Alors effectivement, donc là, d'abord, hommage, à Michel Puech qui effectivement a senti, avant tout le monde que, il y avait une place à prendre, et donc on se définit un peu comme les radiologues de l'ophtalmologie. C'est-à-dire que, pour expliquer très facilement, aujourd'hui, un cardiologue, va, faire ses échographies lui-même, va faire ses électrocardiogrammes lui-même. Un rhumatologue va pouvoir faire des échographies, mais il aura besoin d'un radiologue pour faire un scanner, pour faire une IRM, pour faire des examens un petit peu plus poussés, soit parce que c'est cher, donc l'investissement est peu rentable, soit ça nécessite un savoir-faire, soit ça nécessite un équipement particulier. Et donc effectivement, il y a une vraie place pour un centre spécialisé dans l'imagerie. Alors, ce que tu viens de dire est très pertinent, c'est-à-dire que depuis que j'y suis, ça fait 13 ans que je travaille avec lui maintenant. En fait, l'ophtalmologie a évolué, et c'est pour ça que Ophtalconsult existe aujourd'hui. C'est parce qu'il y a une évolution, et l'ophtalmologie, quand j'ai commencé, n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. Et très probablement que si on refait cette interview dans 5-10 ans, elle sera totalement transformée. Donc, le modèle Export Vision qui répondait à une demande il y a 10 ans n'est pas la même demande aujourd'hui, et tout change. Alors néanmoins, on rend toujours autant de services et on a toujours autant de demandes et de patients. Donc c'est qu'il y a une vraie place. Maintenant, ce que tu disais, c'est que la tendance aujourd'hui, c'est que les jeunes générations s'équipent de plus en plus avec des appareils. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le temps, il n'est pas extensible. Et donc, en fait, le temps qu'ils vont passer au bloc opératoire, ça sera toujours du temps qu'ils ne passeront pas à faire de l'imagerie. On peut déléguer, mais le temps, il fait que, la journée fait que 24 heures pour tout le monde. Et il y a une autre tendance que tu dois connaître aussi, c'est que la jeune génération ne veut pas travailler du lundi au vendredi. Donc, il y a quand même cette limite de temps. Et deuxième chose, la technologie de l'imagerie évolue très vite. J'y reviendrai pour le pourquoi du comment de la SFEIO à la fin. Mais donc, cette technique évolue très vite. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on s'équipe avec un appareil, on va juste parler par exemple d'une angiographie, eh bien, le grand champ arrive, on y associe aujourd'hui de l'OCT. Et donc, en fait, même si aujourd'hui, il y a une tendance à faire beaucoup d'imagerie, on a du mal à suivre les évolutions technologiques, et on a du mal à savoir si il faut y aller ou pas sur cette. Donc, il reste une place. Et donc, aujourd'hui, on le voit très bien. Il y a une évolution dans nos demandes, mais la demande est toujours là, et on rend un service sur
de l'expertise, sur un savoir-faire. Et donc aujourd'hui, je pense vraiment que Export Vision a une place d'expertise sur l'imagerie. Et d'ailleurs, je le vois parce qu'on a des jeunes ophtalmos qui nous rejoignent. Donc aujourd'hui, on est 5. On a des jeunes ophtalmos qui s'associent. On en a une dernière qui s'est associée en début d'année. Donc en fait, ça répond et à la demande des ophtalmos qui veulent s'associer avec nous, et ça répond aussi à une demande spécifique. La contrepartie, c'est que on se doit d'être sur l'excellence, sur l'excellence. Et donc en fait, on a pour mission de connaître toutes les technologies, d'être à l'affût des nouvelles technologies. Donc en fait, nos oreilles se baladent partout, d'être en contact avec les fabricants et de les tester un petit peu en avant-première, et puis de donner un petit peu les tendances, comme en son temps on l'avait fait avec l'OCT en géographie, comme on l'a fait avec l'imagerie ultra grand champ, comme on est en train de le faire aussi sur l'imagerie du syndrome sec, sur la photobiométrie et plein d'autres domaines sur lesquels on mouille la chemise, on y va, on teste, quitte peut-être à se brûler, mais au moins de le faire de manière scientifique et rigoureuse. D'accord, donc du coup, un laboratoire de test finalement sur les nouvelles techniques, les nouvelles machines. Quels sont maintenant les examens qu'on te demande le plus souvent? Parce que j'imagine que OCT, rétinographe, alors peut-être grand champ, mais ça se fait assez régulièrement dans les cabinets. Quels sont les examens les plus demandés maintenant chez Explore Vision? Alors, ce que tu dis et on l'a vécu. Alors moi, je suis un grand angoissé et donc en fait, on se disait: «Ça y est, c'est fini, plus personne ne va nous demander d'OCT parce que tout le monde s'équipe en OCT». Et ben, c'est faux. On n'a jamais eu autant de demandes en OCT parce que, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que l'OCT, on peut l'acheter, mais c'est pas pour autant qu'on devient un expert de l'OCT. Et donc en fait, on sait le faire, on sait interpréter, mais on a du mal à interpréter. Donc en fait, aujourd'hui, on a plus du deuxième avis, c'est-à-dire, je vais te donner 2 exemples très concrets. Un patient qui est myope fort, qui a un staphylomyopie, qui a une longueur axiale très longue, on a du mal à avoir une image exploitable. Eh bien, on va l'envoyer chez nous et avec notre savoir-faire, on va pouvoir faire une belle image de qualité, parce qu'on a l'habitude, on a l'expertise et qu'on sait pousser les appareils. Deuxième exemple, on va avoir plein de dépistages sur, des membranes épirétiniennes, des trous maculaires, et on a besoin de savoir, est-ce que c'est quelque chose qu'il va falloir traiter? Est-ce qu'il y a une indication chirurgicale, ou autre? Donc en fait, on nous demande plus une expertise. Donc aujourd'hui, ce qu'on a, c'est que souvent, on a des patients qui nous sont adressés pour OCT et ils viennent avec un OCT qui est déjà fait, et donc en fait, on va arriver en deuxième avis. Deuxième exemple, on va avoir des examens qui sont beaucoup plus demandés qu'avant. Par exemple, l'angiographie. L'angiographie, c'est un examen qu'on faisait régulièrement. On déborde, on explose de demandes d'angiographie parce que ça nécessite une infirmière, parce qu'il y a un geste invasif qui est le fait de faire une injection intraveineuse avec un risque, bien sûr, anaphylactique qu'on connaît. Et deuxièmement, il y a un investissement et peut-être une rentabilité un petit peu moins forte quand vous faites, par exemple, le prix de l'ICG qui est totalement exorbitant. Eh bien, si vous faites 1 ou 2 ICG par jour, c'est beaucoup moins rentable que si vous avez une série d'angiographies où vous allez en faire 15 et vous allez amortir facilement l'ICG. Donc, ça, c'est 2 exemples pour te dire qu'aujourd'hui, on a plein de demandes sur tous les examens. Alors, nos blockbusters, ça reste quand même l'OCT, l'angiographie et l'échographie. L'échographie, c'est la marque de fabrique. Pareil, on se disait, c'est bon, là, il y a des gens qui s'équipent, la demande va baisser. Et c'est un peu le contraire qui se passe, c'est-à-dire qu'en fait, les gens vont faire le dépistage et on va peut-être avoir des cas un peu plus spécifiques du deuxième avis, mais on en a toujours autant. Alors, l'angoisse du moment, parce qu'on a toujours des angoisses, c'est l'intelligence artificielle. Très Et inquiet. donc, voilà, donc je pense que on en parlera tout à l'heure. Mais en fait, plutôt que d'avoir des angoisses, c'est plus de l'adaptation. Et je pense que quand il y a une expertise et un savoir-faire, eh bien, on rend toujours service. Et ça, c'est notre ADN, c'est-à-dire que on ne prend pas l'activité. Par exemple, si un patient est adressé pour un diagnostic de DMLA, eh bien, jamais on fera un traitement puisque ça n'est pas demandé. Et ça, je pense que ce qui fait la longévité d'une structure, c'est l'ADN et l'éthique.
C'est ça. Tu le disais, donc du coup, vraiment, l'apport d'Explore Vision sur le marché de l'ophtalmologie, c'est votre expertise, forcément. Quand on fait 15 échographies par jour, ben, forcément, au bout d'un moment, on devient expert et on est beaucoup plus fin que l'ophtalmo qui va en faire une par jour, voire une par semaine, hein, pour certains. Donc, il est logique de déléguer, en fait, hein, ce savoir-faire-là. Mais ne penses-tu pas, tu l'évoquais, que l'IA peut un jour venir remplacer, alors pour partie évidemment, cette expertise en disant bah, tel OCT, en effet, c'était très très fin à lire et à dire, mais l'IA en a déjà vu 2 millions de ces diagnostics-là, donc il est capable de poser un diagnostic à ta place. Alors, c'est un peu trop frais pour que je puisse te dire exactement comment ça va se passer, mais j'ai des petites tendances et bon, bah, j'ai passé la dizaine, d'activités, libérales, donc j'ai un peu de recul et j'ai des petites tendances et notamment sur l'IA, on a déjà fait l'essai, donc sur 2 logiciels et j'échange beaucoup avec des confrères, qui partent, à fond là-dedans. Donc, on commence à avoir une petite tendance. Alors, ma position aujourd'hui sur l'IA, c'est que c'est un outil formidable, formidable et petit aparté, ce que nous, on fait en imagerie ophtalmologique, c'est à peu près ce que fait la radiologie 3 4 ans avant nous. Donc, si tu veux savoir aujourd'hui comment sera l'ophtalmologie de demain, eh bien, il faut juste regarder la radiologie et on peut à peu près prédire les contraintes administratives, les contraintes de cotation, l'équipement. Donc, en fait, on utilise pas mal ces outils-là. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'IA, ça va être un outil formidable qui va arriver chez tout le monde, tout le monde. Donc, tout le monde sera équipé en IA, qu'on le veuille ou non, ça sera obligatoire. Et je pense que ça va rendre un service énorme plutôt pour l'ophtalmologiste entre guillemets général dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire cette jeune génération qui s'est installée largue à main nue, qui s'est équipée en OCT, en rétinaux et autres appareils, et eux vont s'en servir comme débrouillage. Comme débrouillage. Et donc, je pense que ça va leur rendre un service énorme. Ils vont gagner du temps, ils vont gagner de la productivité. Et je pense que dans leur algorithme, en fait, ils auront ce système de débrouillage qui va leur faire gagner du temps et ils vont servir de cet outil pour savoir est-ce qu'il y a des patients qu'il faudra référer. Et donc, je pense qu'en fait, aujourd'hui, mes correspondants, c'est des ophtalmos, c'est dans certains cas des orthoptistes, dans certains cas des optométristes qui prennent déjà la main sur une filière visuelle que tu connais bien. Mais je pense que ce qui va vraiment changer, c'est que mes futurs correspondants dans les années à venir, ça sera de l'IA. Et oui, ça. En fait, on va regrader finalement, puisque vous, vous vous servez énormément des hautes technologies, vous aurez les moyens finalement d'avoir les meilleurs IA. Et donc, du coup, vos diagnostics seront encore plus précis. Et finalement, l'ophtalmologiste qui fait plutôt du général ne pourra pas s'équiper de ces IA-là. Et donc, du coup, le référencement se fera exactement de la même façon parce que bah, vous aurez toujours une longueur d'avance finalement sur le marché. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut voir ça comme un outil de perfectionnement, d'évolution qui va permettre de s'équiper et donc en fait, il n'y a qu'un seul intérêt là-dedans, c'est l'intérêt du patient, c'est de gagner du temps et de la rapidité et de la qualité de diagnostic. Donc aujourd'hui, je suis, alors peut-être à tort, donc ça l'avenir nous le dira, mais je suis assez serein sur cette partie-là et je pense qu'en fait, c'est un vrai plus qui va, heu, qui va améliorer et optimiser notre pratique. Ouais, ça, surtout que, on le sait, l'IA et n'importe quelle technologie, quand elle débarque sur un marché, elle est forcément très chère avant qu'elle se réduise avec le fait qu'elle devienne plutôt populaire. Ok, Oui. super. Alors, la SFEIO, Société française d'échographie et d'imagerie oculaire, j'ai réussi à le dire sans me tromper. Qu'est-ce que c'est? Bravo. Raconte-nous un petit peu. Alors, merci de t'intéresser à ça parce que là, on est sur une nouvelle, ultra, chaude et c'est presque de l'avant-première et donc en fait, la SFEIO, pour le prononcer, plus facilement, c'est effectivement l'acronyme de la Société française d'échographie et d'imagerie oculaire et donc en fait, c'est une société savante, qui a été créée
tout récemment, donc ça date du 26 janvier 2024, donc c'est tout chaud. Le lancement officiel sera à la SFO donc le samedi 4 mai. Donc là, je vous donne rendez-vous dès à présent hein, pour cette réunion. Donc c'est une société savante. La structure, c'est tout simplement une asso loi 1901, donc à but non lucratif. Et l'objectif de cette association, de cette société savante, c'est d'échanger et de parler d'imagerie. Alors, pourquoi, avoir pensé à ça? Donc c'est une gestation qui est assez longue, qui, je dirais presque 3 4 ans, de réflexion en amont et l'idée c'était, d'avoir un outil, qui soit, à disposition, pour échanger sur l'imagerie. Donc, l'outil, c'est alors pour l'instant, ça sera, du physique à la SFO, mais il y a une plateforme numérique qui est en préparation. Il y a plein de projets qui vont arriver, donc là, il faudra rester connecté parce que 2024-2025, il va y avoir des projets dans tous les sens et l'idée, c'est d'avoir une communauté, de créer une communauté, de gens intéressés, passionnés par l'imagerie et donc pouvoir échanger, donc apporter des actualités. Qu'est-ce qui se passe en imagerie? Quelles sont les actualités? De pouvoir échanger sur les bonnes pratiques et même de partager des cas cliniques. Donc, le programme scientifique de la SFO, j'ai mis beaucoup de cas cliniques, c'est-à-dire qu'en fait, on va parler d'imagerie, on va montrer de cas réels. Et l'objectif de ça, c'était tout simplement de se dire, il existe des sociétés savantes de rétine, il existe des sociétés savantes de glaucome, il existe des sociétés savantes de tout, mais ça parle d'imagerie, de pathologie, de traitement. Et bien là, on ne concurrence personne. On va pouvoir parler d'imagerie du syndrome SEC, on va pouvoir parler d'imagerie du glaucome, de la rétine, mais on reste cantonné à l'imagerie. Et l'objectif, c'est de se dire quel est le bilan optimal, quel examen demander, qu'est-ce qu'on peut en attendre, et surtout, j'ai cette image, je ne sais pas quoi en faire, qu'est-ce qu'on en pense? Et donc en fait, on va pouvoir échanger sur des cas et l'objectif, c'était vraiment donc c'est une société qui est placée sous 3 valeurs, qui me paraissaient très importantes. Le respect, c'est-à-dire qu'en fait, on peut parler, échanger sans avoir peur d'être jugé. La bienveillance, c'est-à-dire que si on regarde, on assiste, eh bien, on n'est pas là pour critiquer, mais pour optimiser. Donc, on peut très bien montrer une image qui est de moins bonne qualité, mais l'objectif, c'est de se dire, tiens, tu aurais pu faire mieux en faisant ci, en faisant ça. Donc, toujours. Et la parité, en 2024, ça me paraissait très important. J'ai profité un tout petit peu des bons conseils de Cathy Ganem qui a créé donc la SOFAM. Et donc, bah, c'est avec une certaine fierté que je peux dire que nous avons 60% de présence féminine dans les instances de la SFEIO. Et donc, l'objectif, c'est de garder en fait cette parité et de laisser cette place aujourd'hui aux jeunes également, aux internes. Alors, je voudrais rendre hommage au bureau qui m'a permis de créer cette société. Donc, on l'a créée avec, donc, on est à 3 membres fondateurs. Et donc, il y a le docteur Laurence Rosier, qui est une éminente rétinologue de Bordeaux, Rétine Gallien, et le docteur Didier Oua, qui est mon trésorier et qui est un éminent ophtalmologiste de Montpellier. Et donc, en fait, c'est le trio infernal qui a créé donc cette société. Et donc, bah, je les remercie très, très chaleureusement pour leur soutien. On a maintenant un conseil d'administration, on a maintenant un comité scientifique et j'ai 2 présidents d'honneur, dont un national qui est bien sûr Michel Puech, et on a un président d'honneur à l'international qui est le professeur Yal Fischer, qui est le plus grand nom international qui existe sur l'échographie oculaire. C'est lui qui a créé donc le centre d'échographie d'imagerie à New York où travaillent Bailey Freund, Yanoudzi, Spade, c'est-à-dire juste les stars de l'ophtalmologie internationale. Et c'est lui qui a développé aussi la chaire d'échographie au Bascom Palmer à Miami. Donc, il a accepté d'être le président d'honneur international. Et donc, l'idée, c'est de donner une ampleur, bien sûr, nationale, mais peut-être aussi à l'international. D'accord. Et prévu un congrès peut-être 2025-2026? Oui, alors on va commencer gentiment, mais sûrement. Et donc, on a 2 plans d'action pour 2024. Le lancement officiel, c'est à la SFO, donc le 4 mai. Donc là, c'est notre réunion qui se tiendra entre 8h30 et 11h. Je tiens à remercier très, très, très chaleureusement la SFO
parce que le bureau de la SFO a été très arrangeante et ils nous ont mis à disposition une salle. J'ai bénéficié des conseils, du soutien de tout le bureau de la SFO. Et nous allons organiser une deuxième réunion qui sera la SFEIO d'automne. Et donc, encore à déterminer si ça sera Montpellier ou Bordeaux. Mais donc, l'objectif, ça sera de faire une réunion en province. Alors, parmi les objectifs de cette société savante, c'était de parler de la vie réelle. Et donc, en fait, on veut mettre à l'honneur les gens qui font beaucoup d'imagerie, qui viennent de toute la France. Donc, c'est pas un truc de Parisien qui parle aux Parisiens, c'est pas un truc de professeur qui parle aux professeurs, c'est tout simplement des gens qui font et qui ont envie de partager, qui ont des savoir-faire. Et donc, j'ai chargé un peu les partenaires de trouver les gens qui ont cette notoriété partout en France. Donc, l'idée, ça sera qu'on bouge un peu partout, qu'on donne de la place aux gens qui font, donc ils viennent sur cette plateforme, et peut-être qu'on aille les voir aussi pour organiser des réunions. Donc, c'est quelque chose qui a voué à mailler un tout petit peu toute l'imagerie nationale, et donc donner la place et de la visibilité aux personnes qu'on voit peut-être pas assez ou même pas du tout sur les plateaux et les tribunes nationaux. D'accord, très bien. Heu j'en profite, hein, de t'avoir à ce micro, parce que tu es au cœur de la machine, de l'imagerie. On a, la SFO dans quelques semaines. Si on est intéressé par l'imagerie, quelles sont les machines, qu'on n'est pas habitué à voir, qu'il faut absolument aller voir sur ce congrès? Alors, la SFO, c'est vraiment l'endroit qu'il faut pas louper, et tu as fait un post là-dessus qui était très pertinent, Sébastien. C'est toutes les raisons pour aller, à la SFO, et oui, il faut y être. C'est-à-dire que je vois certains jeunes qui se disent: «Bon, c'est le week-end, j'ai pas envie d'y aller». Il faut y aller. Je n'ai pas loupé un seul SFO depuis mon premier semestre, d'interne, donc bon, ça fait plus de 20 ans maintenant, donc et j'ai présenté, au début un poster, mais donc il faut y être. Voilà, il y a pas le choix, il faut y être. C'est l'endroit où les fabricants sont tous présents. C'est l'endroit où tous les fabricants présentent les actualités, et donc en fait, il y a un temps dans les présentations, mais il y a un temps énorme à faire dans les stands, à passer, à discuter, et donc en fait, il y a beaucoup d'actualités. Alors, ce qu'on connaît déjà un tout petit peu, c'est l'imagerie, ultra grand champ, bien sûr. Donc ça, présence avec de l'imagerie ultra grand champ associée avec de l'OCT en géographie. Ensuite, on a l'échographie, bien sûr, qui est à l'honneur avec des appareils avec une évolution sur les sondes qu'on appelle annulaires. Ensuite, on a des OCT qui vont arriver. Donc, il y a des nouvelles générations d'OCT qui arrivent. Alors, je fais peut-être exprès de pas citer de nom de marque, Bien sûr, je tout comprends. simplement parce que je veux pas chagriner. J'ai aucun conflit d'intérêt, je suis assez fier de le dire sur le sujet, voilà, donc je fais exprès de pas citer de nom de marque, mais je pourrais en donner plein. Donc, d'aller voir des nouvelles générations d'OCT, notamment des OCT qui vont être cadencés à 250 000 ASCAN. Moi, j'irai voir aussi l'IA, c'est-à-dire qu'il y a aussi de l'IA, des sociétés françaises, une société française donc qui ont un savoir-faire, se tenir au courant de ce qui se fait sur l'IA. Moi, mon conseil, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui, c'est de s'intéresser à l'imagerie du syndrome sec. C'est d'aller voir ce qui se fait sur tout ce qui est approche d'imagerie du syndrome sec, et puis d'aller voir ce qui se fait un tout petit peu sur les traitements par lumière. Mais clairement, OCT, il faut aller voir ce qui se fait aujourd'hui sur tous les fabricants d'OCT, de voir les nouvelles générations d'OCT, sur les nouvelles indications, c'est-à-dire typiquement, voilà, le syndrome sec, c'est quelque chose, avant on s'y intéressait pas du tout et qu'il faudra regarder. L'IA, bien sûr, s'y intéresser. Et puis, c'est en discutant le plus avec les différents fabricants qu'on peut avoir des idées, qu'on peut avoir des échanges. Donc, c'est vraiment un moment clé, et je mettrai aussi un peu en avant pour la SFO les wet labs, parce que la SFO a à cœur d'organiser, donc il y a les présentations en plénière, il y a des posters, il y a les e-posters, et il y a aussi les wet labs, ce sont des moments d'échange. Alors il y a peu de place, c'est payant, mais par contre, il y a des moments d'échange avec des formateurs et centrés sur l'imagerie. Donc moi, je suis responsable des wet labs sur l'imagerie et l'échographie, et donc n'hésitez pas à venir échanger sur ces points-là. D'accord, très bien, c'est complet. Merci beaucoup. J'ai vu sur ton CV quelque chose de rare, en termes de
comme ligne. Alors, c'est peut-être anecdotique et tu vas nous le dire, mais tu as suivi une formation HEC Paris. Qu'est-ce que cette formation, qui est plutôt logiquement très, très commerciale, on va dire, organisationnelle, managériale des fois, qu'est-ce qu'elle t'a apporté à toi particulièrement? Alors, oui, c'est une toute petite ligne sur le CV, mais pour moi, ça a été, vraiment, un moment clé. Alors, en fait, aujourd'hui, on est, des chefs d'entreprise et donc on demande à un chef d'entreprise de gérer une structure sans aucune formation, mais aucune. C'est-à-dire qu'en plus, moi, je suis alors je ne sais pas comment c'est en ce moment, donc tu me diras peut-être si, les études de médecine ont évolué un peu. En tout cas, moi, à mon époque, j'ai eu zéro cours de comptabilité, zéro cours, de juridique, zéro cours de RH, bref, c'est on te jette dans une grande piscine, dans le grand bain, sauf que tu ne sais pas nager et en plus tu as pas de brassard. Donc le seul moyen, c'est donc, de couler et donc en fait, ce genre de formation alors, c'est vraiment une ouverture et moi j'y ai, alors déjà c'est prestigieux, c'est-à-dire qu'en fait on se retrouve dans un endroit où, bah, il y a des gens brillants, donc c'est très stimulant et puis, ce que j'ai vraiment appris là-bas, c'est une réflexion et aujourd'hui, donc on a appris à être des bons médecins, donc ça, c'est déjà notre boulot, notre besoin numéro un. Mais en fait, il y a un temps qui ne doit pas être négligé sur de la gestion, d'entreprise. Alors, il y a 2 possibilités, soit, et puis même j'allais dire, soit tu le délègues complètement, donc ça c'est ta partie que tu connais bien Sébastien et donc je crois que j'ai pas besoin de te convaincre sur cette importance-là. Mais je pense que même si on le délègue, il faut avoir des notions. Parce que quand on délègue sans avoir de notions, on risque de perdre de la crédibilité. Et je vais te donner un exemple très concret sur l'imagerie, c'est-à-dire je peux déléguer, un examen, mais il faut absolument que je sache le faire si je le délègue. Je vais te donner un exemple très précis. Aujourd'hui, je sais faire une angiographie. Si j'ai besoin, je peux la faire parce que je sais faire des angiographies, mais aujourd'hui, pour des raisons de fonctionnement, d'optimisation, je le délègue et je n'ai aucun souci à dire que si je le délègue à quelqu'un, il le fera beaucoup mieux que moi. Il le fera beaucoup mieux que moi. Alors, j'ai rien perdu en disant ça. Au contraire, j'ai valorisé la personne et en plus, c'est vrai, elle le sait. Derrière, j'ai tout mon savoir médical, diagnostic et cetera, mais je délègue en sachant ce que j'ai délégué et donc je peux avoir une construction, un échange, constructif et donc c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que ce que ça m'a apporté, c'est une ouverture d'esprit et de comprendre l'importance de ce que c'est que le management et l'importance de ce que c'est qu'une gestion. Alors, je pense que cette ouverture, tout le monde devrait l'avoir, tout le monde devrait l'avoir, donc ça devrait faire partie de notre formation et si ça ne fait pas partie, bah, il faut prendre un petit peu le temps et de s'y intéresser, et peut-être en échangeant avec, des personnes comme toi, on comprend cette importance et on peut, en fait, on se sensibilise à l'importance. Je vais te donner un autre exemple qui m'intéresse en ce moment, c'est tout ce qui est, visibilité et e-réputation. Mmh. Zéro formation, zéro formation à la fac, zéro formation à côté et pourtant, on se retrouve à être jugé par des patients, sur des critères complètement autres et donc en fait, on doit gérer quelque chose, qu'on ne connaît pas, dont on n'a pas les outils et donc quand on discute entre nous, eh bien, la réputation, ça fait depuis, 20 ans qu'on travaille dessus. Cette réputation, les publications scientifiques, les présentations, la reconnaissance des pairs, on sait le faire, mais la e-réputation et on peut être détruit sur un avis donné et donc c'est un exemple encore parmi tant d'autres. Ça pourrait être de l'éducation thérapeutique, plein d'autres sujets. Mais en tout cas, cette formation, elle m'a apporté une ouverture d'esprit et je pense que pour, le petit conseil qu'on peut donner, c'est d'essayer d'ouvrir, les chakras et en fait de toujours rester à l'écoute et tout ça, en fait, il y a qu'un seul intérêt, hein, c'est d'optimiser nos outils de travail dans l'intérêt du patient. Point.
Ouais, c'est ça, Point. forcément. Je te rejoins là-dessus sur le fait qu'évidemment, désormais, les groupes, dès qu'ils atteignent une certaine taille, hein, et même souvent, j'ai des ophtalmos hein, qui m'appellent pour recruter un responsable centre alors qu'ils sont seuls, parce qu'ils ont bien compris que de toute façon, eux, ils ne veulent gérer que du médical. Par contre, tu l'as dit, c'est vrai qu'avoir une certaine formation, une certaine ouverture d'esprit à cette matière de gestion, de management, etc., ça permet d'être éclairé parce que bien souvent, on va pouvoir discuter avec son manager de tel ou tel domaine. Si on n'a que le point de vue médical, ben, peut-être qu'on va réduire un peu l'importance de notamment de la rentabilité hein, financière qui parfois peut du coup invalider un choix et c'est intéressant d'être éclairé à ça. Super, justement, si on regarde, on va dire, l'ophtalmologie dans 10 ans, est-ce que tu as une idée, même un peu vague, de la direction qu'elle est en train de prendre ou ben, tout reste encore à jouer et ça peut changer à tout moment? Alors oui, oui, je pense que bon déjà j'ai du mal à voir à 5 ans, alors à 10 ans, encore plus compliqué. Heu oui, je pense qu'on est, sur une période de notre, une période de notre métier qui est en train d'évoluer. Et même les choses qui évoluent maintenant, c'était absolument imprévisible il y a quelque temps. Alors, pour ne citer, que quelques cas, le numerus clausus qui augmente, les études de médecine qui se modifient dans la durée, dans la formation. Est-ce qu'on va évoluer vers plus de secteur 1? Donc en fait, on va sortir d'une zone où il y avait une pénurie d'ophtalmo vers une zone où en fait, il va y en avoir plein. Avant, il y avait peu de chirurgiens, plus de médicaux. Aujourd'hui, tout le monde est chirurgical. Donc, en fait, on va passer d'une période où les patients nous disaient il y a pas assez d'ophtalmo à une partie où il y en aura assez, ou peut-être même trop. On va connaître cette période. Et également à une forme d'ophtalmologie où on a appris à déléguer. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a plus d'ophtalmo tout seul installé dans son cabinet, mais à minima, on a un ou 2 assistants, ça peut être des orthoptistes ou autres. On a des assistants médicaux et on a tendance à à être plusieurs, à se regrouper, à être plusieurs ophtalmos, tout simplement pour, optimiser les frais et pour être un peu plus grand. Alors, moi, je pense que la tendance, donc il y a pas d'inquiétude à avoir, il y a pas d'inquiétude à avoir, mais il faut, hem, rester ouvert à la collaboration. Je pense qu'en fait, il ne faut pas avoir peur de la délégation, il ne faut pas avoir peur de la collaboration, mais il faut garder la main, donc là je parle en tant qu'ophtalmo-médecin, je pense qu'il faut garder la main sur la partie médicale. Et donc, il ne faut pas essayer de garder des choses qui ne sont pas de la compétence d'un médecin, mais il faut mettre le paquet sur le savoir-faire et sur notre savoir-faire qui est la partie médicale. Et je pense que dans 10 ans, un bon médecin, ça sera toujours un médecin qui sera à l'écoute, de ses patients, qui sera, c'est pas très, moderne, hein, de dire ça, et ça fait pas très IA de dire ça, mais je pense qu'en fait, le bon médecin, ça sera le patient qui sera à l'écoute et qui sera là pour répondre à l'attente de ses patients. Je m'explique, c'est-à-dire qu'un patient qui a une plainte fonctionnelle, il veut qu'on réponde à sa plainte fonctionnelle. On peut lui dépister toutes les pathologies, on peut lui traiter tout ce qu'on veut, et pour autant, s'il se plaint d'une plainte fonctionnelle, il veut qu'on apporte une réponse à cette plainte fonctionnelle. Si un patient a besoin d'avoir de l'échange, de l'humain, eh bien, vous pouvez avoir tous les appareils possibles de l'IA. S'il a juste besoin qu'on l'écoute et qu'on réponde à ses questions, il ne sera pas content. On va le perdre. Et je pense que, plus que tout, dans 10 ans, on aura besoin d'avoir une clientèle fidèle et il faudra qu'on fidélise nos patients. Et le mot clientèle ou patientèle sera très important. Aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose parce qu'il suffit de s'installer quelque part avec Doctolib, on récupère des patients, mais il s'agit d'une patientèle qui est très volatile et qui pourra butiner à droite à gauche. Je pense que dans 10 ans, on aura une clientèle qui sera à notre image, qui sera des patients fidèles et à qui on va apporter un besoin, et donc c'est peut-être ça ce qui va évoluer. Alors on aura un peu plus de temps médical. Moi, c'est mon objectif, c'est de me dégager le plus de temps médical possible, c'est-à-dire de ne pas être assis derrière un appareil et pas avoir un appareil entre le patient et moi, mais d'avoir un temps de discussion. Ce temps peut être très rapide, mais si c'est du temps qu'on dédie à 100% au patient, sur de l'information, sur de l'explication, sur des réponses, eh ben, ça sera du temps médical optimal. Donc je pense que dans 10 ans, on aura
plein de techniques d'imagerie partout, on aura de l'IA, on aura des équipes, on aura des assistants médicaux, on sera toujours regroupés, peut-être même encore plus, mais on aura un besoin d'échanger avec les patients et c'est peut-être ça qu'il ne faut pas oublier et c'est peut-être là-dessus où il faut mettre le paquet. L'essence même du métier de médecin. Très bien. J'allais l'oublier, avant que tu nous donnes le conseil que tu donnerais à un jeune ophtalmo qui sort de son assistanat ou son clinica, est-ce que tu peux nous parler de Rueil-Malmaison, puisque Explore Vision est situé à côté du Louvre, hein. Rueil-Malmaison, c'est le même principe ou c'est plus généraliste comme centre? Alors, c'est exactement le même principe et donc en fait, c'est, quand j'ai rejoint donc, Export Vision, où il y avait le centre historique qui est le centre de effectivement rue Croix des Petits Champs, donc à côté du Louvre et on a ouvert, ensemble avec Michel Puech il y a 12 ans, donc le Export Vision Rueil-Malmaison et en fait, ça répondait à une demande qui était, pour ceux qui sont venus au moins une fois dans leur vie à Paris, ils comprennent avec les difficultés de circulation, les difficultés, de se déplacer, de se garer. En fait, c'est vraiment devenu l'enfer. Demander à quelqu'un qui habite en banlieue ouest de rentrer dans Paris, il préfère qu'on lui coupe les 2 yeux plutôt que de rentrer dans Paris. Donc en fait, c'était pour répondre à un besoin, de proximité avec tout l'ouest parisien et la banlieue. Et donc, le prix du mètre carré étant moins cher, on avait, aussi la possibilité, au lieu d'avoir 300-400 mètres carrés, d'avoir 1000 mètres carrés, donc d'avoir plus de place. Et donc en fait, c'est le modèle qui a été dupliqué avec plus de place et en fait ça marche. Ça marche parce que, les gens n'ont plus besoin de rentrer dans Paris et il y a tout un écosystème, d'ophtalmologistes, dans l'ouest qui est intéressé par Rueil-Malmaison et qui n'aurait jamais envoyé de patients sur Paris parce que trop loin, trop compliqué et donc en fait ça répond à un vrai besoin, un vrai besoin et en fait on l'a vu à l'épreuve du Covid et je pense qu'on va le voir pendant la période des JO qui nous donne aujourd'hui, toutes nos sueurs froides, sachant qu'on est vraiment dans la zone, de la cérémonie, d'inauguration et des JO et bien, en fait, on est très content d'avoir un deuxième centre parce qu'on va pouvoir absorber toute l'activité. Pendant le Covid, Paris était devenu complètement désert, impraticable. On était très content aussi d'avoir un centre à Rueil-Malmaison. Donc en fait, c'est 2 centres identiques mais qui sont complémentaires, qui répondent à des besoins différents et qui sont, pour nous indispensables parce qu'en fait, ils peuvent répondre à des besoins, différents. D'accord. Encore une petite question. On en a parlé au tout début. Tu as fait le deuil finalement de l'opération de la cataracte. On sait, hein, on se doute que ça a un impact sur le chiffre d'affaires. Tu n'es pas obligé de répondre à la question. Est-ce que en termes de chiffre d'affaires moyen par rapport à un de tes confrères, je dirais que l'imagerie t'apporte ce dont tu as besoin en termes de chiffre d'affaires moyen ou ça reste en dessous tout de même d'un cataractologue? Alors, je pense alors qui dit cataractologue dit nombre Oui, ça. d'interventions, hein, bien évidemment et donc même un cataractologue, à Paris n'a pas le même chiffre d'affaires qu'un cataractologue qui a le courage de s'installer un tout petit peu plus loin d'une grosse agglomération. Je pense qu'aujourd'hui, alors je suis pas un homme de chiffres donc au niveau de comparaison, j'aurais du mal, mais je pense que clairement, aujourd'hui, on est quand même très loin d'un gros cataractologue, qui avec un gros volume et encore plus loin de quelqu'un qui ferait un petit peu de chirurgie réfractive en plus. Aujourd'hui, la chirurgie reste l'activité la plus rentable et la plus lucrative et c'est là-dessus, voilà, il y a pas débat. Néanmoins, ce que moi j'ai en plus, c'est que je dors très bien. C'est ça, j'allais dire la charge mentale. La charge mentale et ça, je vais te dire une chose, deuxième anecdote, c'est que, quand je me posais la question: «Est-ce que j'arrête la chirurgie? Oui, non?» j'ai posé la question à ma femme. Oui. Et donc je lui ai dit, elle me connaît bien, donc je lui ai dit: «Écoute, qu'est-ce que tu en penses?» Et elle me dit: «Arrête la chirurgie, mais tout de suite». Et je lui dis: «Mais pourquoi tu me dis ça, comme ça?» Elle me dit: «Arrête la chirurgie». Je dis: «Mais pourquoi?» Et elle me dit: «Parce que je te vois le dimanche». J'ai opéré le lundi quand j'étais chef de clinique et donc en fait, je me fermais complètement. Il me dit: «Je sais que le dimanche à partir de 16 heures, il faut plus te parler» parce qu'en fait, je me fermais dans ma bulle et je me mettais dans un état, particulier et je restais dans cette bulle pendant mes interventions, 10-15-20 cataractes et après, la semaine pouvait commencer après. Et ça, tant qu'on est chirurgien, on ne le sent pas trop. Mais maintenant que je ne le suis plus depuis longtemps, eh bien le dimanche, je dors très bien
Et c'est de la qualité de vie, voilà. Donc c'est peut-être pas chiffré, mais c'est de la qualité de vie. Alors, on a une responsabilité, donc quand je fais des biométries sur de la chirurgie de la cataracte, j'ai une responsabilité, donc on peut être embêté. Sur un diagnostic d'imagerie, on peut être embêté, mais clairement, on sera beaucoup moins embêté que s'il y a une rupture capsulaire, s'il y a une endophtalmie ou une expulsive. Donc on y gagne en qualité. Après, tout dépend aussi si on peut le faire en secteur 1, en secteur 2. Donc nous, on est installé en secteur 2 et c'est vrai qu'on a la chance d'être en région parisienne, donc on a des dépassements d'honoraires qui sont un peu élevés, par rapport à la moyenne nationale, et ce modèle-là serait un peu plus compliqué, dans des zones de province où le dépassement d'honoraires est beaucoup plus faible, ou voire même en général, les ophtalmos sont plutôt sur des tarifs de secteur 1. Bien sûr. On retiendra donc que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme et à qui tu dois probablement aussi cette décision. Dernière question rituelle, quel conseil tu donnerais à un ophtalmo qui est en fin d'assistanat ou en fin de clinica? Alors, j'en vois souvent, donc c'est pour ça que j'ai gardé, un pied hospitalier, c'est pour rester en contact avec cette jeune génération, donc déjà, je suis conscient d'une chose, c'est que les générations, changent énormément. Et ils ont, des aspirations totalement différentes, ils ont une vision, de la médecine totalement différente. Et alors en disant ça, je commence à devenir, à passer pour un vieux con, mais en tout cas, les jeunes générations évoluent. Ils ont autant à apprendre de nous que nous, on a à apprendre d'eux, et le conseil que je leur donne, c'est que pendant leurs années de formation, il faut essayer de voir le plus de choses possible. Et donc, c'est pendant cette période-là qu'il faut aller faire de la pédiatrie, de la neuro-ophtalmologie, de la strabo, aller voir tout ce qu'ils peuvent, et ne pas se dire: «Moi, plus tard, je veux faire de la chirurgie réfractive, donc je vais passer que dans des stages où il y a de la chirurgie réfractive et je ne vais suivre que les leaders en chirurgie réfractive». Ça, c'est la plus grosse bêtise. Donc en fait, les années de formation, elles sont faites pour voir le plus de choses possible. En région parisienne, on a de la chance parce que tout existe, mais c'est pas grave. En province, il y a peut-être pas tous les panels, mais il faut faire des interchus, c'est-à-dire qu'il faut aller voir ce qui se passe dans les autres CHU. Il faut faire des stages, donc peut-être même faire une année de dispo pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Et moi, mon plus gros conseil, c'est quelque chose que j'ai fait à minima parce que à mon époque, ça ne se faisait pas du tout, mais c'est d'aller à l'étranger. Et ça, c'est le plus gros conseil que je donnerais. C'est pour ça que dans la SFEIO, je vais essayer de développer des partenariats à l'international. C'est typiquement pour pouvoir peut-être donner, mettre à disposition des terrains de stage à l'international, parce qu'un ophtalmo français qui connaît, qui sait ce qui se passe ailleurs, a une vision totalement différente, une ouverture d'esprit. Et donc, le conseil que je donnerais, c'est d'avoir le courage de prendre 6 mois, 1 an de dispo et d'aller faire un fellowship, un stage. Ça peut être fait n'importe où, en Europe, on peut aller en Italie, en Espagne, au Portugal, en Angleterre, aux États-Unis, en Australie, peu importe. Si on peut le goupiller avec un projet, perso, et bah, c'est vachement bien, mais d'aller voir ce qui se passe à l'étranger, parce que quand on revient après, bon déjà on est très content de revenir en France, parce qu'on se dit que le système est quand même d'enfer. C'est de se dire: on peut, faire des choses extraordinaires en France, on a la chance d'avoir ce système-là, mais on peut apporter autre chose. Et donc, on en parlait tout à l'heure avec la formation HEC, en fait, c'est d'essayer d'ouvrir le plus possible et ne pas essayer de se ranger dans une petite case et de se dire: «Je vais faire la même chose». Parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais en fait, un ophtalmo, un jeune, il va son métier va changer tout au long de sa carrière. Et une chose est sûre, c'est que quand il va s'installer, eh bien, ce qu'il fera 10, 15, 20, 30 ans après, ça sera totalement différent. Donc, s'il a un champ d'expertise large et qu'il a appris à s'adapter, il sera opérationnel. Si il n'a pas ça, il ne pourra pas survivre. C'est ça, donc pour Voilà. résumer, explorer, je dirais, tous les chemins de l'ophtalmologie et les surspécialités et explorer par là même le monde pour voir d'autres façons de faire. Très bien. Merci Mathé pour cette interview très enrichissante. J'ai beaucoup apprécié. On te retrouvera de toute façon à la SFO pour le premier congrès de la SFEIO, on va dire, votre première réunion.
Félicitations pour tout ça. Et puis, j'imagine que tu seras mon recours lorsqu'on aura une question imagerie à poser à notre communauté. Merci Mathé, à bientôt. Merci Sébastien et bravo pour cette organisation et longue vie Ofta Consult. À bientôt. Merci, au revoir. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode de Vision d'Expert. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris des choses. Mathé nous a ouvert les portes d'un modèle atypique, celui d'un centre ophtalmologique spécialisé en imagerie. Contre toute attente, il reste pertinent et aux premières loges pour tester les nouvelles technologies qui révolutionneront probablement l'ophtalmologie dans quelques années. Merci d'avoir regardé ce numéro jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker et partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.